Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Des centaines d'appels, une nouvelle photo de face et des analyses ADN. La brigade criminelle exploite tous ces éléments pour retrouver le tireur. Et c'est un véritable travail de fourmi en cours actuellement. La pression s'accroît pour arrêter l'homme qui court toujours dans les rues de Paris. Les détails dans ce journal. Comment soigner le blues des maires? Les élus de droite comme de gauche attendaient de pied ferme le Premier ministre tout à l'heure lors du congrès annuel des maires de France. Colère contre les restrictions budgétaires, mécontentement autour de la réforme des rythmes scolaires. Jean-Marc Ayrault a tenté d'amadouer l'auditoire. Extrait à suivre. Et puis à peine annoncé, à peine critiqué, la remise à plat de la fiscalité promise par le gouvernement est moquée par l'opposition qui y voit une vaine tentative de diversion. Satisfaction au contraire du côté de la majorité, mais au-delà de l'aspect politique, peut-on espérer concrètement une meilleure lisibilité des impôts et surtout la stabilité alors que le ras-le-bol fiscal s'amplifie? On en parle avec nos invités, c'est le thème de notre grand débat du mardi soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. La brigade criminelle a reçu des centaines d'appels de personnes qui pensent avoir vu l'individu sur les images des vidéosurveillances. Beaucoup de ces témoignages sont extrêmement précieux pour la police. Et à cela s'ajoute aujourd'hui l'expertise des traces ADN laissées par le tireur. La pression s'accroît pour retrouver ce soir l'individu dont une nouvelle image a été diffusée. On voit tout cela avec Louis Sibyl. Où peut-il se cacher? 36 heures après avoir tiré sur un assistant photographe du journal Libération, le tireur solitaire reste introuvable. Mais l'étau se resserre, car l'homme de 35 à 45 ans de type européen laisse des traces. Ce matin, la brigade criminelle en charge de l'enquête a décidé de faire paraître une photo très nette de son visage, prise à partir d'une caméra de vidéosurveillance de la RATP. Alors qu'un appel à témoins a été lancé hier soir, la police judiciaire annonce avoir déjà reçu plus de 700 appels, dont une centaine ont fait l'objet d'une fiche de renseignement. Enfin, son ADN, retrouvé dans la voiture du conducteur qu'il a pris en otage hier pour s'enfuir, serait actuellement analysé. Difficile malgré tout de cerner l'homme qui se cache derrière une casquette, un bonnet ou des lunettes. Des témoins le décrivent comme calme et déterminé, mais il peut être aussi un peu perdu, comme lorsque son arme s'enraye à 2 reprises. Ce genre de délirant peut être à la fois très organisé dans la commission de ces méfaits, mais être très désorganisé par la suite. Donc c'est ce qu'il faut que l'on espère pour arriver à l'interpeller. La chasse à l'homme continue. Plusieurs individus ont été arrêtés puis relâchés depuis hier. D'importants dispositifs de sécurité ont été maintenus devant plusieurs grands médias. Le journal Libération a annoncé en fin d'après-midi que l'assistant photographe grièvement blessé était sorti de coma artificiel et dans un état stable. Voilà, et sur ce sujet, nous évoquerons tout à l'heure aussi le rôle des réseaux sociaux, ce qui s'y passe, les informations, les réactions et les rumeurs aussi qui ont circulé. C'est la chronique Net d'infos de Caroline Deschamps à venir. Mais d'abord, dans l'actualité ce soir, le face-à-face des maires de France et du Premier ministre. Jean-Marc Ayrault a préparé de longue date ce rendez-vous avec les élus de droite et de gauche, réunis lors du congrès annuel des maires de France. Il faut dire que le chef du gouvernement était attendu de pied ferme, tant les sujets de mécontentement sont nombreux sur les restrictions budgétaires, la fiscalité ou encore la réforme des rythmes scolaires. Les détails avec Fabrice Cunet. Jean-Marc Ayrault se savait attendu, mais à son arrivée au congrès des maires de France, pas de bronca et peu de sifflets. Le premier d'entre eux avait pourtant planté le décor. TVA, rythme scolaire, décentralisation, les maires sont inquiets. Alors à la tribune, Jean-Marc Ayrault tente de rassurer. Le gouvernement est toujours prêt au dialogue. Et vous le savez, ma porte est toujours ouverte et je ne compte plus le nombre de réunions auxquelles vous avez participé. Et nous continuerons à le faire. Je le disais ce matin, l'immobilisme, c'est le déclin. Et les maires sont sans doute en première ligne pour comprendre ce besoin des Français d'évoluer, de s'adapter sans perdre nos valeurs. Oui, les communes devront faire un effort, mais le gouvernement promet un accompagnement, de la souplesse, de la compréhension.
Un discours souvent jugé insuffisant. Je dirais parole, hein. C'est un peu ce à quoi on s'attendait. J'aurais voulu qu'il annonce des choses concrètes sur la réforme scolaire, sur les normes, les difficultés que rencontrent les communes aujourd'hui. Là-dessus, non. Le discours est destiné un peu à rassurer, certes, mais pose bien toutes les difficultés avec les besoins d'économiser et tous les challenges qu'il y a à faire. Face aux 11 000 maires réunis en congrès, la marge de manœuvre de Jean-Marc Ayrault était réduite dans un contexte économique tendu. Le Premier ministre a surtout joué sur la corde sensible, mais le gouvernement le sait, de la Bretagne à la Corse, cette corde est fragile. Et du côté de l'UMP, c'était jour de mobilisation aujourd'hui, mobilisation contre la politique du gouvernement et en ligne de mire la réforme des rythmes scolaires. Jean-François Copé veut en faire son principal cheval de bataille en vue des élections municipales. On voit tout cela avec Aurélien Romano. Atmosphère des grands jours à l'UMP, Jean-François Copé mobilisé contre le gouvernement. Il a réuni 700 maires Il n'y a pas que les maires. Et de nombreux cadres de mouvement. Tous rassemblés autour de la critique de François Hollande, la cible du président de l'UMP. Est-ce que François Hollande a bien en tête les fondamentaux de l'art du gouvernement sous la Ve République? Le maire de Meaux détaille ensuite ses fondamentaux, l'absence de vision pour la France, l'absence de projet et l'inaptitude du président à gouverner. Le mot d'esprit du jour, martelé par le chef et repris par les lieutenants. Est-ce que vous voulez des petits Hollande dans toutes les communes qui font de la fiscalité, qui ne font pas de politique de sécurité, qui n'ont pas une politique sociale de rassemblement? En ligne de mire, la réforme des rythmes scolaires, l'un des principaux griefs des maires selon l'UMP. C'est un scandale qu'on ait pu nous imposer de façon aussi autoritaire, sans concertation et sans même chiffrage en termes d'impôts. Donc ça, c'est la première attente que nous avions aujourd'hui, que nous annoncions une mobilisation générale pour arrêter cette réforme qui désorganise complètement le service public de l'éducation au niveau local, au niveau de nos communes. Le maire d'Elancourt est à l'origine de la fronde de la droite avec le lancement d'une pétition réclamant l'abrogation de la réforme. L'autre grief, la fiscalité. Quand on a osé en 18 mois mettre 60 milliards d'impôts supplémentaires sur les ménages et sur les entreprises, nous parler justement de tout mettre à plat. Oh, quelle audace, quel culot! Direction l'AMF pour l'UMP, la droite est bien décidée à faire entendre sa voix au Congrès des maires de France et surtout peser dans les municipales. La campagne sera officiellement lancée à l'UMP fin janvier par un grand conseil national. La suite du 22h et on revient à présent sur la traque du tireur qui se poursuit à Paris. Je vous le disais en début du journal, la brigade criminelle dispose actuellement de nombreux témoignages après la diffusion hier de l'appel à témoins. La police analyse aussi les traces ADN laissées par le tireur dans la voiture utilisée ou sur les cartouches et la pression s'accroît pour retrouver l'individu qui court toujours dans les rues de la capitale. On écoute sur ce sujet le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Concernant l'ADN de cet individu, soit dans la voiture qu'il a utilisée, soit sur les cartouches. Tout un travail est fait aussi à travers les images de la vidéoprotection de la ville de Paris et des transports franciliens, que personne ne doute de la très grande détermination des policiers. C'est bien sûr la mienne d'interpellation de cet individu. Et on va s'intéresser à présent aux réseaux sociaux qui se sont très vite emparés de l'affaire. On en parle dans la chronique Net d'Info de Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Alors la traque, la cavale du tueur passionne aussi les réseaux sociaux. La traque 2.0, depuis hier, les réseaux sont en ébullition. La course du tireur dans Paris est chroniquée en direct sur le net. Pardon. Le mot-clé tireur fou était d'ailleurs en tête des sujets les plus discutés sur Twitter, avant le foot, bien évidemment. C'est d'ailleurs par le tweet d'un journaliste que l'on a appris les coups de feu au sein du journal Libération, qui a blessé grièvement un assistant photographe qui, d'après de nouveaux tweets, Sonia, ce soir, devrait sortir de réanimation sous peu. Alors c'est aussi sur les réseaux sociaux que l'on a appris la seconde fusillade contre la tour de la Société Générale à la Défense. Des employés ont raconté en direct sur Twitter ce qu'ils ont vu. Francisco écrit, je cite, « Nous venons de vivre 2 coups de feu à la Société Générale à la Défense. Un homme seul avec un fusil
Pas de blessés ici. Interrogé sur Twitter, il décrit, je cite, un homme seul d'une quarantaine d'années avec une casquette style grand-père et un manteau vert kaki. Alors, outre les témoignages, les journalistes ont posté beaucoup de photos des policiers qui montent la garde devant les sièges des grands médias parisiens, tandis que les déclarations des politiques se sont succédées sur les chaînes d'infos, mais bien évidemment aussi sur le net, avec son lot d'idioties aussi, comme ce militant UMP de Chaville qui dérape en sous-entendant que Libération est responsable du drame par ses manipulations médiatiques. Je vous épargnerai donc, Sonia, le côté obscur du web avec son flot de commentaires indécents et blagues déplacées. Ce serait leur faire de la pub, comme le dit Johan Huffnagel, le rédacteur en chef de Slate, qui a écrit un article intitulé « Arrêtez de retweeter les cons et surtout d'écrire dessus ». Alors, galvanisé par la course folle du tireur et par la course au scoop, il y a aussi eu des bavures. Le Parisien.fr affirmait ce midi que le tireur avait été arrêté avant de mettre l'info au conditionnel, puis de reconnaître son erreur après que d'autres rédactions démentent l'info et que la préfecture de police publie un démenti officiel. La nouveauté donc, Sonia, c'est le démenti confirmé. Démenti confirmé, d'accord. Et Caroline, est-ce que la police, est-ce qu'elle a utilisé justement ces réseaux sociaux pour les besoins de l'enquête? Alors la police nationale n'a pas tweeté, elle a juste relayé les messages de la préfecture de police qui, elle, a posté des photos sur Twitter et un appel à témoins, mais des photos qui étaient déjà en ligne, hein, il faut quand même le dire. On est loin de la police 2.0 que Manuel Valls appelle de ses voeux. On est aussi loin des États-Unis qui, lors des attentats de Boston, on s'en souvient, avait, via les réseaux sociaux, donné beaucoup de conseils à la population et diffusé l'info en temps réel. Mais les États-Unis qui avaient aussi ses travers, puisque certains internautes s'étaient transformés en détectives amateurs sur le net. La traque du tireur dans Paris, suivie en direct sur les réseaux, nous a fort heureusement épargné pour le moment l'apparition de justiciers du web. Mais restons vigilants, le suspect pour l'heure est passé entre les mailles du filet, mais en tous les cas, il tisse sa toile, Sonia. Merci beaucoup, Caroline, et je vous dis donc à mardi prochain pour la chronique Net d'Info, bien sûr. La suite du 22h et dans un instant, eh bien, c'est le grand débat du mardi soir avec cette question. Peut-on y croire vraiment? Un système fiscal lisible et peut-être même stable? Pour l'opposition, non. Il s'agit d'un écran de fumée et d'une tentative de diversion de l'exécutif. Le Premier ministre, lui, défend son annonce de remettre à plat la fiscalité. On en parle après le tour de l'info en France et dans le monde. Il est préparé ce soir par Aurélien Romano. Regardez. Un double attentat suicide a eu lieu ce matin devant l'ambassade d'Iran à Beyrouth, au Liban. Perpétré par 2 kamikazes et revendiqué par Al-Qaïda, l'explosion a tué le conseiller culturel de l'ambassade d'Iran, Cheikh Ibrahim Ansari. L'attaque a fait au moins 23 victimes et près de 150 blessés et provoqué des scènes de panique dans ce quartier sud de la capitale libanaise. Les explosions ont eu lieu au cœur du quartier contrôlé par le Hezbollah, allié de l'Iran et du régime syrien de Bachar el-Assad. La France a dans un communiqué fermement condamné cet attentat. Un avion d'affaires s'est crashé aujourd'hui dans un champ dans le département de l'Yonne. Les 6 passagers du vol sont morts, 5 seraient originaires de Haute-Savoie et 1 de l'Aveyron. Les sages-femmes manifestent aujourd'hui dans toute la France en cause leur statut et leur rémunération. Ici à Marseille, c'est devant l'agence régionale de santé qu'elles se sont fait entendre. À Paris, elles étaient une centaine devant le ministère de la Santé où Marisol Touraine avait réuni une table ronde avec plusieurs organisations de sages-femmes pour tenter de désamorcer ce nouveau conflit qui dure depuis mi-octobre. Il faut dire qu'on a tous été très déçus, pour ne pas dire en colère, parce qu'a proposé le ministère d'une augmentation en moyenne de 162 € brut sur le salaire des sages-femmes. Mercredi, une première proposition de revalorisation de 162 € avait été refusée par les syndicats. Le dessin du jour est signé Willem. Après la visite de François Hollande en Israël et dans les territoires palestiniens, le dessinateur ironise sur la position israélienne sur le nucléaire iranien. C'est un coup
Coup de poker ou coup d'épée dans l'eau, une chose est sûre, le Premier ministre cherche à calmer la grogne fiscale et à reprendre la main en annonçant une remise à plat du système fiscal. Jean-Marc Ayrault a surpris tout le monde, y compris dans son propre camp. À la surprise générale donc, le Premier ministre lance une grande concertation avec les partenaires sociaux pour une réforme de la fiscalité. Alors est-ce vraiment le bon moment? Que peut-on en attendre? On en parle avec nos invités ce soir. La sénatrice UMP du Bas-Rhin et vice-présidente de la Commission des finances du Sénat, Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue avec nous également, Christophe Carèche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de Paris, membre de la Commission des finances de l'Assemblée. Avec nous également l'économiste Olivier Pastré, bonsoir. Bonsoir. Et notre chroniqueur économique, Jean-Louis Goumbaud, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors avant de détailler le contenu de cette initiative, messieurs, madame, de cette remise à plat, parlons de l'aspect politique. C'est un coup de poker, un coup d'audace ou un coup d'épée dans l'eau, cette grande réforme annoncée alors que l'exécutif est au plus bas? Christophe Carèche, selon vous? Écoutez, en tous les cas, je trouve que c'est un coup qui tombe bien. Je pense que le Premier ministre, effectivement, sur le plan politique, essaye de reprendre la main, de reprendre l'offensive avec cette annonce. Et je pense qu'il a raison d'essayer de mettre au niveau du débat public les difficultés qui sont les nôtres, les questions qui se posent à la France, notamment en matière budgétaire, de ne pas les éluder et d'essayer de les affronter. Et de les affronter avec l'ensemble des partenaires sociaux, avec les parlementaires, d'où qu'ils soient d'ailleurs, pas seulement de la majorité, et d'essayer de trouver un certain nombre de solutions face à une situation, c'est vrai, dans laquelle on voit qu'aujourd'hui le système fiscal français est quand même un peu à bout de souffle, devient incompréhensible, illisible, et il faut peut-être effectivement y réfléchir pour se redonner des marges de manœuvre. Fabienne Keller, depuis des mois, tout le monde, y compris à gauche et dans l'opposition, demande une initiative forte au gouvernement pour sortir de la nasse, pour se redonner un peu d'air et de souffle. Est-ce que cette annonce, justement, ça peut donner cette possibilité au gouvernement? Est-ce que c'est une bonne annonce? Je suis très inquiète parce que, comme cela vient d'être dit, cela apparaît comme un coup. Ça peut être positif. La révolution fiscale, mais on a tous lu l'article des Échos soigneusement et on n'a pas trouvé beaucoup de matière. Alors on essaye, on cherche, on se dit c'est la réforme de M. Piketty, très vite enterrée, la fameuse... Piketty, oui, l'économiste. Voilà, qui avait... c'était la promesse numéro 14, je crois, de François Hollande, dont on n'a pas parlé depuis 18 mois. Ça fait 18 mois que M. Hollande est élu. Elle a été oubliée et là, elle réapparaîtrait. Un coup dangereux parce que dans le système fiscal français, ce qui est bien une de ses faiblesses, c'est son instabilité. Il change tout le temps. Tout le temps pour les entreprises, tout le temps pour les particuliers. Et quelle que soit la couleur du gouvernement, d'ailleurs. Peut-être. Mais en tout cas, l'instabilité. C'est pas faux. Mais elle a été aggravée récemment. Je me permets de rappeler qu'on est allé jusqu'à oser envisager de toucher le plan épargne-logement, donc à peu près le produit le plus protégé, le plus utilisé comme le refuge absolu par les Français. Donc les annonces, si c'est pour déstabiliser sans construire, le gouvernement prend des risques. J'espère qu'il les prend de manière mesurée. Alors, je poursuis le tour de table sur l'aspect politique de l'annonce. Justement, Olivier Pastré, pour un gouvernement critiqué de toutes parts sur ses choix fiscaux, est-ce que, comme le dit Fabienne Keller, c'est risqué d'engager un tel débat parce qu'il peut y avoir une déception, une frustration après? Non, mais en général, les grands soirs fiscaux, c'est plutôt en début de mandature. Donc là, ça intervient un peu tard. Par ailleurs, dire on va mettre les problèmes à plat, ça me paraît plutôt une bonne chose, parce qu'effectivement, la fiscalité française est d'une complexité, personne n'y comprend rien, sauf les avocats fiscalistes. Deuxièmement, elle est instable. Essayer de remettre à plat pour, dans les 3 années de ce quinquennat qui reste, essayer d'améliorer les choses et d'enlever quelques couches au millefeuille, ça me paraît a priori une bonne idée. Il reste à voir comment ça va être mis en œuvre. Oui, pas de procès d'intention, dites-vous. Jean-Louis, on ne peut pas reprocher en même temps à François Hollande de ne pas tenir ses promesses, et quand il veut les tenir, c'est l'engagement numéro 14, on lui reproche justement de le faire, et on dit que c'est un coup. Oui, c'est un coup, parce qu'on compare par rapport au sondage. Je remets à plat la fiscalité au moment où les sondages sont raplapla. Donc en réalité, ça s'emboîte un petit peu de cette façon-là. Moi, la première remarque que je voulais faire aussi, c'est que M. Ayrault n'est pas partant. C'est-à-dire que l'initiative qu'il a prise a été débattue avec le président de la République juste avant son départ
en Israël samedi, dimanche, et on imagine mal le président de la République se mettre d'accord avec son Premier ministre et penser qu'il puisse quitter Matignon dans un avenir relativement proche. Donc moi j'y vois une confirmation qu'il est là et qu'il a bien l'intention d'y rester encore un bon moment, et puisqu'il parle d'une remise à plat de la fiscalité. Et effectivement, c'était dans le programme de M. Hollande. Vous auriez noté qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans la campagne, il en parlait de moins en moins. Et oui, on a noté, oui. Et après, on n'a plus du tout parlé. Et maintenant, effectivement, il y a un besoin de reprendre l'initiative. Or, il la reprend. Est-ce que il dit qu'il faut que la fiscalité française soit plus juste, plus efficace, plus transparente, nous dit M. Ayrault. Si on part comme ça va être un petit peu compliqué. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une fiscalité juste? Tout le monde est pour la justice, évidemment. Mais ce n'est pas si simple à démontrer ce que c'est qu'une fiscalité juste, sauf que les riches doivent payer plus que les pauvres. Bon, d'accord, c'est ça. Mais où sont les limites? Justement, et ça, c'est une chose compliquée. Est-ce que vous avez eu justement des précisions, des détails sur le contenu de cette remise à plat, de cette grande réforme? Alors, d'abord, cette réforme, elle ne concerne pas que la fiscalité. Elle concerne aussi le niveau de la dépense publique. Et le Premier ministre a bien précisé que il entendait aussi mettre ces questions dans le débat. Deuxième point, ce que fait le Premier ministre, je crois, c'est d'essayer aussi de remettre du dialogue, et du dialogue social. Et notamment de mettre les partenaires sociaux en capacité de discuter de ces questions. Vous savez qu'était prévu un rendez-vous avec le patronat pour parler de la fiscalité des entreprises. Je crois que le Premier ministre a voulu, à travers l'initiative qu'il vient de prendre, aussi globaliser la question et à partir de ces questions essayer d'organiser un débat national plus large. Globaliser, pas pour mieux noyer et sur ce plan-là, je pense qu'il a très bien fait à la fois de remettre les organisations syndicales, j'allais dire, dans le jeu de la discussion, et deuxièmement aussi de remettre la question des ménages. Et je pense qu'il a voulu, à travers cette initiative, aussi recentrer un certain nombre de choses qui étaient prévues. Moi, je pense que c'est très bienvenu pour une raison simple. Le gouvernement, la majorité, on a fait un certain nombre de choses ces derniers mois, peut-être dans l'urgence, avec aussi des difficultés que chacun a pu voir. Une instabilité, effectivement, qui a créé quand même dans ce pays, par rapport à l'impôt, un certain nombre de réactions que personne, évidemment, ne peut ignorer. Et donc, je pense qu'il a raison d'essayer de reglobaliser, de remettre tout cela en essayant de donner une perspective, de donner du sens. Et alors, évidemment qu'il y a une initiative politique, vous avez raison de dire que ça clôt... Oui, vous le reconnaissez bien sûr, mais tout le monde le reconnaît la séquence un peu d'instabilité que nous avons connue ces dernières semaines. Mais moi, je me réjouis que le Premier ministre ait pris cette initiative. Je pense qu'elle sera très positive. J'aimerais bien y croire à cette volonté de mise à plat, d'équité, de stabilité. Mais quand je regarde ce qui s'est passé au cours des derniers mois, je lis le contraire. Vous nous parlez des ménages, 12 milliards. C'est l'augmentation de l'impôt sur le revenu entre 2012 et 2013. Et les ménages français vont en prendre 5 de plus l'année prochaine. Et ce sont les classes moyennes, ce ne sont plus du tout les riches promis pendant la campagne qui l'ont payé. Création d'emplois, les petites entreprises, elles sont très touchées, tout l'artisanat est touché par l'augmentation de la TVA intermédiaire. On va en parler tout à l'heure, de 7 à 10%. On nous parle de mesures structurantes, j'espère qu'elles seront favorables à l'emploi. Ce qui vient d'être fait est tout à fait contraire. Sur les économies, c'est pareil. Pour l'instant, on ne les voit pas. Alors, je veux bien qu'il faille une loi de cadre, des nouvelles perspectives. Mais si vous voulez, j'ai envie de dire... qui a été adoptée en 15 milliards par an. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. D'économie pendant 4 ans. Il n'y a pas de restructuration fiscale globale. Il n'y a que des efforts réguliers et une cohérence. Et cette cohérence, dans les actes récents, franchement, elle est juste à l'envers. Alors, on va en parler en détail. Olivier passerait juste un instant parce que pour que les téléspectateurs comprennent de quoi nous parlons, on va parler du contenu. Le Premier ministre, ce qu'il a annoncé, en tout cas, il a évoqué quelques pistes, certaines qui restent vagues. Mais il a quand même parlé de ce projet de fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Il y a un autre sujet, c'est l'écotaxe qui est encore flou, puisque le ministre de l'écologie, Philippe Martin, et le ministre en charge du développement, Pascal Canfin, se sont opposés sur le sujet. L'un affirmant que cette taxe serait suspendue le temps de ce débat, et l'autre non. On fait le point pour que ce soit plus clair avec Quentin Calmet et on revient pour en parler.
Créer un seul et même prélèvement simplifié sur le revenu, c'était la promesse de campagne numéro 14 du candidat Hollande. Cette réforme de la fiscalité aura bien lieu. Jean-Marc Ayrault a annoncé aujourd'hui aux Échos, le temps est venu d'une remise à plat en toute transparence de notre système fiscal. L'idée évoquée ? Simplifier le système en fusionnant la contribution sociale générale, la CSG, et l'impôt sur le revenu. La CSG est un impôt sur les salaires et primes, sur les revenus du patrimoine et de placement, sur les revenus du jeu, mais aussi sur les pensions de retraite et allocations chômage. Cet impôt sert à financer la protection sociale ainsi que le remboursement de la dette de la sécurité sociale. En la fusionnant avec l'impôt sur le revenu, le Premier ministre souhaite rendre la fiscalité plus lisible et logique pour les contribuables. Cette ambition affichée aujourd'hui pourrait être mise en place dès 2015, après un dialogue approfondi avec les partenaires sociaux et le patronat, où seront aussi prises en compte la politique de l'emploi, les investissements, la formation professionnelle et le pouvoir d'achat. Une réforme pour bâtir l'avenir, selon Jean-Marc Ayrault, est déjà qualifiée de surréaliste par l'opposition. Et retour sur le plateau du 22h, on vient de voir quelques éléments en précision sur cette annonce. Olivier Pastré, on peut critiquer le moment de l'annonce, on peut dire que c'est un calcul politique, mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin d'une grande réforme fiscale, d'une remise à plat pour une meilleure redistribution. C'est ce qu'on attend tous, et les Français. Oui, pour une fois, je vais être mesuré. Ça m'arrive pas souvent. Oui, c'est bien qu'il ait décidé de mettre à plat le système. S'il y a une vraie volonté derrière, on verra bien. Commençons pas à accuser avant de voir ce qui va être fait. Oui, on a eu une instabilité fiscale au cours des derniers mois qui est cataclysmique, parce que c'est une des pires choses que de changer en permanence la fiscalité. Alors après, quelles sont les priorités d'une nouvelle fiscalité? Moi, il y en a une qui m'apparaît absolument évidente et qui n'est pas mentionnée à ce jour, c'est encourager l'investissement dans les entreprises, parce que c'est le seul moyen de créer des emplois. C'est un manque, Christophe Carrèche? On a un système C'est un d'épargne. manque. Vous le reconnaissez? Enfin, on a quand même changé pas mal de choses. Non, mais on a un système d'épargne qui privilégie les placements. Dans le budget rectificatif, là, dans le projet de loi de finances rectificatif, on met une réforme de l'épargne. D'accord, mais qui est totalement inframarginal en ce qui concerne. Enfin, on a le livret A, le plan d'épargne logement. Je suis très respectueux de ces deux produits financiers. On ne peut pas dire que ça soit ça qui soit le vecteur principal de la création d'emplois en France. S'il y a une priorité, et je pense que le Premier ministre aurait dû l'affirmer. Après, on voit dans le détail comment on fait. Je rappelle que les niches fiscales, c'est-à-dire les trucs un peu surréalistes qui sont les produits de l'histoire et de la défense de rente, ça représente 70 milliards. Donc, dans ce domaine-là, un petit coup de balai, ça serait quand même bienvenu. Même si c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Il y a les entreprises, il y a aussi les ménages, Jean-Le Gombault, parce qu'au final, tout ça ne va pas faire baisser les impôts. Le gouvernement a d'ores et déjà prévenu. Donc tout ça pour ça? Alors justement, votre question rebondit un peu sur ce que me dit Mme Keller, c'est-à-dire qu'il a bien précisé dans l'interview aux Échos, à prélèvement constant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, dans sa tête, il n'y a pas du tout de baisse d'impôts prévisible dans sa mise à plat. C'est-à-dire que c'est pas, disons, c'est une remise à plat, mais ça ne fera pas baisser le niveau de prélèvement. À partir de là, quel problème? Si vous faites une réforme fiscale avec prélèvement constant, ça veut dire que, normalement, ça veut dire que certains vont payer moins et certains vont payer plus automatiquement, puisque le prélèvement restera globalement constant. Le problème, c'est que dans une réforme fiscale, on n'a jamais vu les gens qui vont payer moins manifester leur approbation et aller dans la rue. Ça, c'est sûr, je vous le garantis, ça n'arrivera pas. Par contre, on verra tout de suite les gens qui, donc je veux dire par là, qui protesteront, bien entendu. Je veux dire par là que la remise à plat, tout le monde l'appelle, mais si personne ne l'a fait jusqu'à présent, c'est pas par hasard. Les gens sont pas sots. N'est-ce pas? On dit sots, pas courageux. Non, c'est pas une question de courage. C'est très compliqué. Pas seulement. Je finis simplement ma phrase, monsieur. Je veux dire, à partir de là, le gouvernement prend un risque politique. Oui. Alors justement, sur ce risque politique. Moi, je crois que la complexification, que tout le monde a dit, la complexité du système fiscal, il est quand même en partie lié à des décisions qui sont prises à Bercy par des gens extrêmement compétents, mais qui n'ont pas beaucoup de lisibilité politique. Juste, je fais une parenthèse parce que donc là-dessus, Christophe Carrèche, est-ce que vous me d'ailleurs, confirmez Jean-Marc Ayrault l'a dit ce matin. N'était pas vraiment. Je pense que oui. Je pense que les ministres ont été informés hier de cette initiative. Hier. Mais donc les ministres concernés ont été informés hier. Je crois, oui.
C'est assez court comme laps de temps. Je crois que la décision a été prise entre le président de la République et le Premier ministre ce week-end, et que le Premier ministre a pris ses responsabilités. Il y a quand même des sujets qui sont quand même très simples à traiter. D'abord, il y a un certain nombre d'impôts en France qui sont mités. C'est l'impôt sur le revenu, mité, vous l'avez dit, par les niches fiscales, c'est l'impôt sur les sociétés. On a le même problème avec l'impôt sur les sociétés. Bon. Et donc on peut imaginer qu'en élargissant les assiettes, et d'ailleurs le bon impôt, si je comprends bien, c'est assiette large, taux faible, en élargissant les assiettes, effectivement, eh bien, on peut récupérer un certain nombre de marges de manœuvre. Il y a ensuite la question de la progressivité et de la justice. Et c'est vrai que la CSG est plutôt un bon impôt qui fonctionne bien. Il est proportionnel, il n'est pas progressif, et on peut effectivement aussi envisager une fusion, même s'il faut être prudent, et ça pose aussi des problèmes, c'est la protection sociale, etc. Mais il y a des pistes qui sont quand même déjà sur la table. Il y a évidemment la retenue à la source. Moi, j'aimerais qu'on avance là-dessus. C'est quand même une arlésienne du système français. Mais bien sûr, c'est une arlésienne du système français. Beaucoup de pays d'Europe sont aujourd'hui à la retenue à la source. Pourquoi la France ne le fait pas? Fabienne Keller, vous êtes d'accord sur certaines pistes? Il y a quand même 3-4 sujets sur lesquels je pense qu'on peut dégager des marges de consensus. Parlementaires de droite et de gauche peuvent s'entendre sur ce sujet? Sur les principes très généraux qui viennent d'être cités, je crois qu'il y a un relatif consensus. L'impôt sur le revenu qui a effectivement beaucoup de déductions, la CSG qui a une base plus large, qui est plus saine, même s'il manque la partie importée, puisque là on est toujours sur des recettes essentiellement basées sur le travail, même si l'assiette de la CSG est plus large. Donc des principes, on est tout à fait d'accord. Mais pourquoi n'ont-ils pas été appliqués depuis 18 mois vous savez, le tsunami fiscal, enfin la grande révolution, la grande réforme fiscale, pour les raisons que M. Bongo a exposées à l'instant, je n'y crois pas, parce que cela pénaliserait trop fortement certains contribuables, et ça c'est insupportable. Par contre, avoir un cap, et année après année, mettre en œuvre courageusement des mesures qui permettent de converger vers cela, ça c'est possible. Donc le gouvernement eût été bien inspiré de changer sa mécanique, son logiciel, dès ce projet de loi de finances 2014, puisqu'en voilà déjà deux, lois de finances annuelles, qui sont deux guingois. La réforme, c'est pour le prochain. Et sur l'impôt sur les sociétés, je voudrais vraiment dire combien c'est dangereux de changer sans cesse les règles. Parce que les entreprises regardent le niveau d'impôt à payer, mais surtout la prévisibilité. Ce dont elles ont besoin, c'est de savoir ce qui va se passer pour elles. Il y a même dans des pays limitrophes, au Luxembourg ou en Suisse, ce qui s'appelle le rescrit, c'est-à-dire l'administration qui donne une assurance de l'impôt à payer à une entreprise pour la sécuriser sur des durées de 5 à 10 ans. Eh bien, en France, ce n'est pas le cas du tout. C'est au contraire le royaume de l'instabilité fiscale au sens cotisation sociale aussi, ce qui aujourd'hui provoque des délocalisations au-delà du niveau. C'est vraiment cette question de pouvoir maîtriser ce qui va se passer pour demain, pour l'année suivante. C'est absolument prioritaire. Olivier Pastret sur ce sujet. Oui, je suis fasciné parce que la fiscalité devient un sujet en soi. Ça nous concerne tous. Non mais attendez, je n'ai pas dit que c'était sans importance, je dis que c'est un instrument, c'est pas un objectif. Commençons par le commencement. On a des prélèvements obligatoires qui sont très très élevé par rapport à tous nos pays comparables, tous les pays comparables. Dans ce domaine-là, je suis un peu choqué que le Premier ministre ait dit à prélèvement constant. Pourquoi pas baisser les prélèvements? Dans ce domaine-là, il y a une première chose à faire que vous avez évoquée, Mme Keller, qui est regarder les dépenses. Et on ne peut pas dire que rien n'a été fait depuis le début de ce quinquennat. Peut-être que c'est pas assez, mais c'est plus simple toujours à dire qu'à faire. Et puis après, c'est quels sont les objectifs de politique économique. Et on déroulera à partir de là. Pour moi, l'objectif numéro 1, c'est la création d'emplois. Pour la création d'emplois, il faut l'investissement. Pour l'investissement, il faut que l'épargne, elle aille s'investir, non pas dans des investissements sans risque et peu productifs, c'est pas péjoratif, c'est comme ça, mais soit dérivé beaucoup plus que ce n'est proposé aujourd'hui vers l'investissement dans l'entreprise. Bon, et là, il y a un peu de... C'est très important parce que pour réussir une réforme fiscale, quelle qu'elle soit, il faut avoir quand même une visibilité sur la situation économique, sur la croissance. Est-ce que c'est le cas? Je pense que l'instabilité fiscale que tout le monde critique,
elle vient aussi de l'instabilité du mouvement économique quand même. Mais c'est vrai que l'instabilité fiscale est particulière à notre pays, alors que l'instabilité... Il n'y a aucune instabilité économique. On a une croissance... Mais non, il n'y a aucune incertitude. On va avoir une croissance très faible pendant 5 ans. Donc, vous êtes Madame Soleil, Monsieur Soleil, pardon Attendez, moi je ne suis pas Madame Soleil, ça s'appelle la croissance potentielle. Toute chose étant égale par ailleurs, comme on dit. Non, c'est démographie plus gain de productivité. L'économie, on la complique, mais c'est très simple. Donc on sait que la croissance française sera en moyenne de 1% pour les 5 ans qui viennent. Pourquoi je dis ça? Parce que ça oblige effectivement à regarder presque d'abord les dépenses plutôt que de regarder les recettes, parce qu'on sait que les recettes seront décevantes par rapport aux prévisions. Non, pas du tout. Alors, si, je pardonne, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est quand il dit à prélèvement constant, il faut comprendre. Parce que, effectivement, si ce n'est pas à prélèvement constant, c'est-à-dire baisse des prélèvements, ça change son plan pluriannuel sur les finances publiques. Il a dit 15 milliards d'économies chaque année sur les dépenses d'ici à 2017. S'il baisse les impôts d'ici à 2017 avec sa remise à plat, il faut qu'il augmente évidemment les économies qu'il a prévues et ça va devenir compliqué parce que 15 milliards par an, si vous passez à 20 milliards, vous êtes là dans une situation politique compliquée. À mon sens, vous passez de la fronde fiscale à la jacquerie sociale. Donc ça, c'est un problème un peu compliqué. Donc ça ne peut être qu'à prélèvement constant. Par ailleurs, vous évoquez l'histoire de la fusion. D'ailleurs, dans son programme, M. Hollande ne parlait pas de fusion de la CSG avec de l'IRPP, il parlait d'un rapprochement entre la CSG et l'IRPP. Je note que le Premier ministre parle de fusion, ce qui va... ça va beaucoup plus loin quand même. Fusion et rapprochement, ce n'est pas exactement la même chose. Ça change beaucoup de données. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose, il y a un lobbying une bataille d'idées à mener par M. Piketty sur cette question. Si vous rendez la CSG progressive, vous allez faire payer beaucoup plus des couches moyennes supérieures et des couches supérieures. Donc il y a un problème politique là qui est assez complexe à manier. Donc on se heurte derrière les idées générales que tout le monde approuve, on se heurte devant de terribles difficultés. Alors on va laisser évidemment le politique répondre, mais d'abord je voulais qu'on regarde cette enquête du 22h parce que le sujet évidemment il intéresse de près les entreprises et en particulier les petites et très petites entreprises qui se sentent étranglées, étouffées par la fiscalité. Notre journaliste Cécile Sixou est partie, vous allez le voir, à la rencontre, alors plus précisément de 2 artisans, un boulanger et un plombier, portrait croisé de 2 professions qui ont du mal à sortir la tête de l'eau. Regardez. Ici on a remplacé le tronçon de gouttière, la petite gouttière du... Plombier professionnel depuis 30 ans, Daniel Attali ne compte plus ses chantiers. Son ouvrier José, lui, est maçon. Encore un peu? Ce matin, ils évacuent les gravats dans cette copropriété. Pour faire ce travail, Daniel aurait aimé embaucher une 3e personne, mais avec le poids des charges, il ne peut pas. Les charges augmentent de plus en plus. La pression fiscale, elle nous comprime un maximum et là on ne peut plus. On peut plus, on demande au gouvernement, quel qu'il soit, de baisser la pression fiscale pour une très bonne raison. C'est que moi je voudrais bien embaucher. Pour faire ce travail-là, il faudrait être plus que 2. Je voudrais bien embaucher, mais avec les charges sociales qui pèsent sur les entreprises, c'est pas possible. Autre source de grogne pour Daniel, le maintien du statut des auto-entrepreneurs, mieux lotis fiscalement que les artisans. Les auto-entrepreneurs, c'est la concurrence déloyale. Ils pratiquent des prix beaucoup moins chers que nous, mais sans qualification. C'est mieux. Merci, bonne journée. Dans la famille de Jocelyn, on est boulanger de père en fils. Levé chaque jour à 5 h, il termine à 21 h, 6 jours sur 7. À force de travail en 20 ans, cet artisan a fait grandir son commerce. Désormais, 23 salariés travaillent pour lui. Mais aujourd'hui, même s'il s'en sort, il a l'impression de trop donner à l'État. On arrive malgré tout à faire fonctionner l'entreprise. Toute cette énergie qu'on a donnée, on vient vous la taxer, on vient vous retaper dessus en disant que vous êtes des privilégiés parce que vous gagnez de l'argent. Donc il y a un moment, stop quoi. On est furieux, on en a marre. Vente aux clients, gestion du personnel, comptabilité. Jocelyn met la main à la pâte. S'il tient le coup, c'est par passion. Ils peuvent taxer tout ce qu'ils veulent. Il y aura toujours des fanatiques qui auront au combat. Comme Daniel et Jocelyn, commerçants de proximité, ouvriers du bâtiment, hôteliers, restaurateurs, tous sont mobilisés pour sauver des métiers en voie de disparition et un secteur qui emploie encore près de 3 millions de salariés.
Alors voilà pour ce portrait croisé réalisé par notre journaliste Cécile Cixous. Christophe Carrage, vous l'avez entendu, hein, le boulanger vous dit stop, stop, on n'en peut plus. Qu'est-ce que vous lui répondez concrètement? C'est un cas précis. Bah écoutez, d'abord, j'ai quand même voté les deux budgets, et aujourd'hui d'ailleurs celui en première lecture de 2014. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait eu un alourdissement en 2 ans considérable des impôts concernant les boulangers et les petites et moyennes entreprises. Donc j'ai du mal à comprendre, cette réaction. Deuxièmement, le gouvernement et la majorité ont fait une chose d'ailleurs qui nous est reprochée par une partie de la gauche qui s'appelle le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi. C'est 20 milliards en année pleine. Donc c'est pas un effort anecdotique, qui est pris d'ailleurs en partie sur la hausse de la TVA, en partie seulement, mais sinon c'est les Français aussi qui payent. Voilà pourquoi le gouvernement reste ferme sur la TVA. Qu'on ne vienne pas nous expliquer quand même que ce gouvernement ne fait rien pour les entreprises, que les entreprises sont... Ce n'est pas recevable. Il y aura donc cette discussion qui sera ouverte avec les entreprises. Il y a eu tentative de réforme avec l'excédent brut d'exploitation qui a pour le moment avorté. Mais l'idée, c'est bien de poursuivre dans cette direction et de faire, par exemple, que l'impôt sur les sociétés rejoigne le taux d'impôt sur les sociétés qu'il y a en Allemagne. C'était un des objectifs qu'avait assigné la Cour des comptes et je crois qu'il est très juste. Voilà un des objectifs qu'on peut poursuivre dans la discussion qui va s'ouvrir. Christophe Carrage, il faut arrêter de dire que le gouvernement ne fait rien. C'est un contexte qui est très compliqué. Pourquoi le boulanger et le plombier sont furieux? Parce qu'on leur a taxé les heures supplémentaires et en chef de chantier, le plombier est sûrement directement concerné, le boulanger aussi, quand il a des coups de bourre dans ses commandes. Ensuite, on leur a réduit le financement des apprentis. Ce sont 2 types d'activités où il y a beaucoup d'apprentis. Et au cœur de l'été, le gouvernement a annoncé une baisse de l'aide donnée à ces entreprises pour recruter des apprentis. Ce qui a eu d'ailleurs l'effet, hein, on a 50 000 apprentis de moins cette année, puisque c'était en pleine saison de recrutement. Enfin, le CICE, comme vous le savez très bien, profite très très peu aux entreprises artisanales. Elles n'ont pas accès aux avances mises en place cette année et on peut penser qu'elles ne demanderont pas, parce que c'est très administré, hein, au lieu de faire une baisse des charges, donc juste une ligne pour les entreprises, vous avez décidé d'administrer tout ça par un processus passant par le comptable, on verra pour l'année prochaine, mais pour cette année, ils n'en bénéficient pas et donc prennent à plein l'effet de la conjoncture plutôt modéré. Donc, je veux vous dire que ces entreprises artisanales souffrent et elles reçoivent un dernier message avant qu'on arrive, quoi, qui est l'augmentation de... Les 3 mesures sont les vôtres. On diminue leur souffrance. C'est pas qui les fait souffrir, c'est comment faire diminuer leur souffrance, la question. Sont celles de votre gouvernement et elles s'ajoutent à la hausse de la TVA applicable au 1er janvier. Vous avez raison. 2, on ne peut pas dire que le quinquennat précédent était un modèle absolu dans ce domaine-là. Je ne dis pas que c'est un modèle. Mais attendez, je n'ai pas dit que vous Il a été moins pénalisant pour les entreprises, plus respectueux. Après, quand j'entends ces gens, ils sont malheureux, mais ils ne sont pas malheureux parce qu'il y a eu une augmentation de la fiscalité depuis 1 an et demi. Elle est ça les a pas réjouis non plus. Non nulle, mais elle n'a pas explosé. Ce qui se passe, si vous êtes d'accord, c'est qu'ils se sont rendus compte de la dureté de la crise. Point numéro 1, et ils ont mis un peu de temps parce que avant c'était peut-être moins pire. Et 2, il y a un problème de complexité. Et ça, les artisans, il se trouve que j'en connais comme vous, chacun dans sa région, moi c'est plutôt dans le sud-est, ils sont épuisés par le fait d'être obligés, dans le cas du CICE, c'est un bon exemple, mais dans d'autres cas aussi, de remplir des tonnes de papier pour en plus payer un peu plus. Mais sur le fond, c'est ça leur malheur. Et je crois que malgré ça, les Français sont prêts aux réformes, ce qui est un vrai débat, et ce qui justifie que le gouvernement, il le fera pas, j'en sais pas plus que vous, mette à plat un certain nombre de mettons de niches fiscales ou de systèmes fiscaux qui peuvent être réformés. Mais franchement, leur regard, leur discours, c'est un discours de malheur face à la crise et face à la complexité de la vie. Michel fait déborder un vase déjà plein, mais effectivement. C'est la paperasse. Et le choc de simplification, c'était une idée de réforme. Et là, je vais un peu dans votre sens. C'est pas tout d'annoncer des réformes, il faut les faire en matière de simplification. Un tour de table, justement, pour voir ce que vous attendez chacun précisément, peut-être, de cette réforme, cette grande concertation qui s'ouvre, Fabienne Keller, malgré tout. Qu'elle débouche sur une réalité, même si elle est modeste, mais une amélioration qui pourrait être perçue par chaque acteur économique comme encourageante
pour la première préoccupation des Français qui est l'emploi. Jean-Luc Gombault, vous veillerez sur quel point en particulier ? Je ne suis pas un partisan des remises à plat de la réforme fiscale parce que ça chamboule tout. Et donc, je suis plutôt faire une modération de la gestion de la politique fiscale telle qu'elle existe. Passerait aussi en Une amont. seule priorité, je suis Fabienne Keller, c'est l'emploi, donc l'investissement à risque, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Et pour conclure, Christophe Carrèche. Moi, j'attends de la lisibilité, de la justice sociale et fiscale et de l'efficacité, c'est-à-dire effectivement de l'aide à l'investissement. C'est dit. Merci beaucoup, messieurs, madame. Merci d'avoir participé à ce débat. Pour clore ce journal, d'ailleurs, la France devait, vous le savez, réaliser l'exploit ce soir au Stade de France. On en parlait avant d'entrer sur ce plateau, pendant aussi les sujets, il faut dire la vérité au Stade de France pour se qualifier pour la Coupe du Monde au Brésil. Et les Bleus, eh bien, sont en passe de réussir leur pari. Ils mènent, je vous le dis, 3-0 face à l'Ukraine. Donc des réalisations de Mamadou Sakho par 2 fois et un but de Karim Benzema. Voilà, encore un petit effort. Il reste quelques minutes avant la délivrance, on l'espère, et nous on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite l'émission politique Preuve par 3. Belle et agréable soirée et à demain, vous le savez, avec plaisir.